Bonjour et bienvenue sur cette insaisissable review, car ça fait longtemps quand même. Dans celle-ci, on va aborder les chapitres 26 à 31, qui sont plutôt riches en événements et en développement. Après avoir repoussé les bandits du terrible Shokan, l'empereur Go-Daigo nomme un légat pour la province de Shimano, où se trouve entre autres le domaine de Yorishige. Ce légat, s'il a les mêmes fonctions de gouvernance que Sadamune, qui est donc le gouverneur militaire de la province, à la cour de l'empereur, le légat est supérieur au gouverneur militaire. Sadamune va donc devoir se plier aux exigences de ce nouveau venu. Et ce légat, qui s'appelle Kiyohara, ne va pas tarder à prendre une décision très impopulaire, taxer la seconde récolte, celle des céréales, qui ne l'était pas auparavant. Cette taxation et l'oppression du légat va provoquer une révolte dans le nord de la province. Comme ce sont des membres de la secte de Suwa, malgré le fait qu'ils ne sont pas à Suwa, mais plus au nord, Yorishige aimerait bien les convaincre de cesser ce soulèvement, car il ne mènerait qu'à leur totale destruction, ces sujets étant largement inférieurs en nombre face à la puissance du légat. Cependant, Yorishige ne peut pas envoyer une armée pour les protéger, car cela les mènerait aussi, alors, à une guerre totale contre le légat, ce que Yorishige ne souhaite pas pour le moment. Il demande donc alors à Tokiyuki et ses insaisissables de voyager jusqu'à ces rebelles pour négocier leur fuite. Yorishige veut aussi profiter de cette mission pour que Tokiyuki progresse en tant que général des armées Hojo et élever son talent pour la fuite pour en faire profiter ses soldats. Car si Tokiyuki est un expert dans la fuite solitaire, il faut maintenant qu'il puisse étendre ce talent à ses hommes pour qu'ils puissent fuir eux aussi si nécessaire. Tokiyuki accepte bien sûr cette mission et il part rapidement avec ses compères, à l'exception de Shizuku et Ayako, dont Yorishige pense qu'elle serait en danger. Ce sera donc une expédition bien masculine, à la grande tristesse de Gemba, ce petit coquin. En chemin, pendant une halte, on a une courte scène assez intéressante, car on voit Tokiyuki qui établit déjà les rôles de chacun de ses compères. Au lecteur, sa distribution des rôles peut paraître évidente, mais ça montre tout de même que Tokiyuki commence à bien mettre en pratique les enseignements de Yorishige, dont le jeune garçon ne voulait pas au départ. De plus, il se sert de ses dernières expériences pour associer Fubuki le stratège à l'espiègle Gemba pour développer des stratégies efficaces. Concernant Kojiro, alors que ce dernier se questionne sur son propre rôle, se demandant s'il doit rester à protéger Tokiyuki, mais alors dans ce cas il ne peut pas protéger les autres alliés, ou alors protéger les autres alliés, mais du coup il ne peut pas protéger Tokiyuki. C'est quand même un dilemme intéressant de voir que Kojiro se pose quand même des questions, mais c'est Tokiyuki qui va répondre à sa place en lui demandant d'agir à sa guise et de ne pas se cantonner à sa protection. De plus, il lui demande aussi de faire preuve de leadership, voulant que Kojiro soit aussi un meneur d'hommes au combat. Quand les insaisissables arrivent enfin dans le camp des rebelles, Tokiyuki rencontre d'abord le chef de la rébellion, Oshina Yasaburo. On a ensuite droit à une enfilade de cases aussi grotesques que macabres, où Yusei Matsui s'amuse beaucoup à exagérer à l'extrême la détermination d'Oshina et de ses hommes à mourir. Ils ont tous des traits extrêmement détaillés et exagérés, les rendant vraiment très effrayants. On peut donc s'empêcher de rire tout de même, même si c'est un peu macabre, car l'exagération est vraiment très présente, hein, donc c'est vraiment un gag très japonais en fait dans l'exagération. Le seul qui n'apprécie pas, c'est Tokiyuki qui est pétrifié de peur par la volonté indéfectible d'Oshina et ses hommes à vouloir mourir glorieusement. Il faut dire qu'ils déclament tous comment ils souhaitent mourir, et c'est assez gore. Genre vraiment il y a des détails un peu chelous quand même. Donc surtout il y en a un qui a quand même beaucoup d'idées, quoi. C'est un peu flippant. Mais bref, Tokiyuki est donc désespéré car il voit bien qu'il est impossible de détourner ses soldats du destin qu'ils ont choisi. Heureusement pour le jeune garçon, Shinomiya Saemontaro, c'était compliqué à dire celui-là, arrive et lui demande s'il a une lettre de Yorishige. Tokiyuki lui donne et Shinomiya comprend alors que Tokiyuki est là pour leur demander de se replier. Ce samouraï dont les terres jouxtent celles d'Oshina était venu l'aider, mais il serait bien d'accord de battre en retraite vu l'impossibilité de la tâche. Cela ravit Tokiyuki qui entend enfin quelqu'un de sensé et qui approuve la fuite. Cependant, Shinomiya tempère sa joie en disant que Oshina, lui, n'acceptera jamais la retraite.
Fubuki propose alors de laisser Oshina et ses hommes se battre contre l'armée du légat et espère ainsi que cela calme leur ardeur à mourir. Kojiro est de même avis et c'est ainsi que les insaisissables vont être mêlés à leur première grande bataille. C'est là que Yusei Matsui me régale avec un combat presque digne d'un film de guerre chinois, où on voit deux armées se combattre ardemment, et même si dans l'absolu ce ne sont pas de grandes armées, le légat n'ayant que 580 hommes et Oshina 139, vous voyez déjà quand même le rapport de force est quand même très largement défavorable à Oshina et donc les insaisissables. Je trouve que Yusei Matsui arrive à rendre ça captivant, mais aussi d'une grande ampleur. De plus, il y a encore un aspect stratégique très plaisant, car pour contenir les 580 hommes du légat, le camp d'Oshina, avec l'aide du rusé Fubuki, a dévisé un plan plutôt ingénieux en enfumant les champs de bataille et en jouant avec le courant de la rivière qui sépare les deux factions ennemies. On voit aussi Kojiro qui se lance dans la bataille avec une ardeur aussi intense qu'Oshina lui-même, et donc ce dernier apprécie beaucoup. Cela ravit alors Tokiyuki, qui espère ainsi gagner la faveur du général rebelle et arriver à le convaincre de prendre la fuite. Cependant, Oshina semble uniquement intéressé par la mort et demande donc à Tokiyuki si son compère compte mourir avec eux. Une réflexion qui déplaît beaucoup à Tokiyuki, qui ne se prive alors pas de le faire savoir dans un rare élan de mépris. Le jeune garçon lance donc à Oshina qui n'a rien à faire dans la façon dont il va mourir. D'un ton vraiment très méprisant. Vous verrez la case, c'est vraiment... on peut pas faire plus méprisant. Kojiro risquant sa vie pour le convaincre de se retirer, donc c'est pour ça qu'il n'apprécie pas trop que Oshina parle de la mort de son compagnon. Donc cela, du coup, ça ne plaît pas non plus à Oshina, qui s'énerve avec véhémence et menace Tokiyuki de son sabre. S'ensuit alors un débat houleux entre Tokiyuki et Oshina, qui n'ont clairement pas le même état d'esprit. Oshina, lui, est un vrai samouraï, il préfère mourir avec gloire et honneur, plutôt que de fuir dans la honte. D'ailleurs, c'est dans la doctrine du Bushido, qui viendra plus tard, je pense. Je suis un expert en histoire japonaise, mais il me semble que le Bushido c'est quand même beaucoup plus tard. Mais ça reste dans la même idée. Il faut mourir avec gloire, et c'est pour ça que généralement il préfère se faire seppuku ou harakiri, ça dépend, parce que c'est plus glorieux. Ce à quoi Tokiyuki réplique que mourir c'est fuir ses responsabilités vis-à-vis des gens qu'Oshina défend. On voit alors que Tokiyuki est assez agacé, car il n'hésite pas à asperger d'alcool Oshina pour le faire revenir à la raison, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Oshina, qui tente alors de transpercer Tokiyuki avec son sabre. Mais le jeune garçon étant maître de l'esquive, il évite absolument tous les coups, ce qui énerve encore plus Oshina. D'ailleurs, des coups, on rentre dans c'est un peu le serment qui se prend à la queue, quoi. Donc ils s'énervent tous en même temps, il n'y a rien qui va. Et pendant ce temps-là, du coup, Tokiyuki continue même de déballer son argumentaire, tout en continuant d'esquiver les coups d'Oshina, ce qui est assez cocasse comme scène. Ce qui est encore plus cocasse, et assez comique d'ailleurs, c'est que Fubuki et Gemba remarquent l'étrange comportement de leur seigneur, et on comprend ensuite que Tokiyuki est devenu saoul à cause de l'éclaboussure d'alcool sur Oshina. Ce qui c'est comique parce que le gars il a rien bu, mais juste les vapeurs d'alcool de saké. C'est là que Yusei Matsui se fait plaisir avec une scène complètement loufoque où Tokiyuki attaque Oshina en fouillant vers lui ses fesses en premier. Le pauvre Oshina est alors assailli par la puissance des muscles de fuite de Tokiyuki, et le général rebelle a bien du mal à contrer cette attaque aussi efficace que ridicule, et en vient à supplier qu'on arrête Tokiyuki et ses terribles fesses. Quand le jeune garçon sait ça enfin, Shinomiya enfonce le clou et dit à Oshina que grâce à la stratégie de Fubuki et Gemba, ainsi qu'à la force de Kojiro, ils ont survécu un jour, mais que ça ne durera pas plus. Oshina finit donc par accepter et de se calmer. Il semble même commencer à apprécier Tokiyuki pour son impressionnant discours à la fin très original. Cette scène délirante montre une chose, que Kojiro nous décrit d'ailleurs, Tokiyuki arrive à surpasser Oshina et son désir de mort grâce à son envie contraire de vivre et de fuir. Ça ne paraît pas comme ça, tellement c'est tourné en comédie sur la fin, mais Tokiyuki vient de s'imposer en général lucide tout en gagnant la sympathie d'un puissant autre général qu'est Oshina. C'est là qu'encore une fois, ça participe à son développement de général en chef, parce que n'oublions pas qu'il s'est quand même... il est voué à devenir le général en chef des armées Hojo, donc du coup, il va devoir un jour gérer Oshina qui a un tempérament assez vindicatif. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir que si au départ Tokiyuki était désespéré et apeuré devant tant de volonté de mourir, il a tout de même réussi à s'imposer.
Bon, Oshina l'a un peu aidé d'ailleurs, en étant si borné, et quand il a parlé de Milo Kojiro à leur mort collective, ça a activé le mode fuite transcendantale de Tokiyuki. Une petite référence là. Une fois dans cet état d'esprit, le garçon est assez inarrêtable, même face à un puissant mais borné samouraï qui est Oshina. De plus, Tokiyuki le comprend lui-même, il veut continuer à vivre à tout prix. Ce n'est certes pas la voie la plus glorieuse du samouraï, hein, comme je disais, la voie glorieuse c'est plutôt de mourir avec gloire. C'est d'ailleurs une mort qui a été choisie par son clan au tout début de l'histoire, mais ce n'est clairement pas la voie qu'il veut choisir. Un changement d'état d'esprit, d'avec le premier chapitre où Tokiyuki avait demandé à Yorishige de le laisser mourir au sommet d'une colline surplombant Kamakura. La réalité de la guerre se rappelle à Tokiyuki et Kojiro, car les troupes du légat ne comptent pas les laisser fuir si facilement et sont donc partis à leur trousse. La garde personnelle du légat avec le puissant Wada Yonemaru en tête. Oshina demande donc à ses hommes de faire demi-tour pour donner du temps aux civils qui l'accompagnent de pouvoir se réfugier derrière une fortification plus au nord. Bien sûr, cette volte-face ne se fait pas sans une stratégie conçue par Fubuki auparavant. Une fois de plus, l'adolescent à l'appétit de Saiyan dévise un plan ingénieux pour permettre à Oshina de tenir le coup face à l'armée du légat. En effet, il demande à Gemba de prendre l'apparence de Yonemaru et ainsi de faire croire à l'arrière-garde de se déterminer que leur chef est revenu pour créer un mouvement en tenaille en filant au devant de l'armée d'Oshina en passant par les collines boisées alentours. Évidemment, quand cette partie de l'armée de Yonemaru arrive dans ces collines, elle est prise en embuscade par Shinomiya et ses soldats et se fait alors décimer. Ce que j'ai apprécié dans cette mise en scène de cette embuscade, c'est que Yusei Matsui maintient bien le suspense de la stratégie de Fubuki jusqu'au bout. Car personnellement, j'ai cru au départ que c'était le vrai Yonemaru qui était revenu vers ses troupes pour effectuer une tenaille, et ce n'est que quand l'embuscade a eu lieu que j'ai compris qu'il s'agissait en fait de Gemba. Ça fait plaisir d'être surpris ainsi. De plus, Yusei Matsui se fondera d'une référence à Dragon Ball et la scène iconique du premier combat entre Goku et Vegeta, où les deux guerriers sont en position de combat. Matsui répliquera la scène avec un Gemba et Yonemaru pour la bataille du plus grand Ra de l'univers. Cette expression étant utilisée à chaque fin de phrase par Yonemaru. Une référence qui me ravit, apprécie aussi beaucoup Dragon Ball. Pour en revenir à la guerre, du côté d'Oshina, tout se passe bien aussi car la force du légat étant moindre et que les soldats d'Oshina sont de puissants combattants, l'armée du légat est mise en déroute. Cela réjouit Oshina qui se trouve un plaisir nouveau à survivre, se trouvant plus fort en fuyant qu'en mourant en combattant. Une réflexion qui réjouit aussi Tokiyuki, ravi de voir que le fougueux général est maintenant pleinement acquis à la cause. Du côté de Kojiro, il virevolte sur le champ de bataille avec une stratégie de hit and run, car sa taille le désavantage par rapport aux adultes. Se réfugier sur les hauteurs après un coup lui permet aussi d'avoir une bonne vision sur le champ de bataille et de savoir où frapper. On voit donc que Tokiyuki a bien eu raison de laisser carte blanche à Kojiro, car malgré son jeune âge, c'est déjà un excellent guerrier compétent au combat, mais aussi dans l'appréhension de la bataille dans son ensemble. Et grâce à cela, il sait où frapper efficacement, mais pour cela, il a besoin de quelques soldats supplémentaires. Cependant, il se heurte à un détail essentiel dans la coopération avec ses soldats recrutés à la volée. Il ne connaît aucun de leurs noms, ce qui est un peu gênant parce que comment tu vas appeler les gens C'est donc encore une fois un bon prétexte pour Yusei Matsui de nous offrir un gag, car à défaut de nom, Kojiro décrit le soldat dont il requiert l'aide, mais à chaque fois, sa description se révèle fausse, car le soldat en question change d'apparence à ce moment-là, ou alors il rouspète sur la description. Après cette comédie un peu absurde, Kojiro et sa petite troupe personnelle partent ensuite combattre une partie de l'armée du légat qui s'est faufilée derrière la ligne d'Oshina pour attaquer les civils en fuite. Quand les soldats ennemis passent à l'attaque, ils sont surpris par l'arrivée de Kojiro et ses hommes et se font littéralement pulvériser. C'est alors que Yonemaru lui-même apparaît et se défait rapidement de deux des soldats de Kojiro, que ce dernier décrit à nouveau avec une précision encore plus absurde qu'au début, tout en se disant par après qu'il devra se présenter correctement après la bataille. La blague ne dure ensuite qu'une bulle, car déjà Kojiro fonce sur Yonemaru, l'air enragé. Cependant, Kojiro se heurte littéralement à la puissance démesurée de Yonemaru, qui, grâce à sa forte corpulence, lancé au galop, a une force de frappe largement supérieure à Kojiro. Ce dernier tente de se protéger, et n'y arrive qu'au prix d'une intense douleur. Le duel continue ainsi pendant quelques joutes, où Kojiro n'a clairement pas la main, mais le jeune garçon ne veut pas fuir,
car il est le seul cavalier présent pour combattre Yonemaru. Ses compagnons ayant tous été désarçonnés. Il serait alors à la merci du général ennemi. Pourtant, les hommes de Kojiro lui demandent de fuir, et c'est là qu'il s'étonne que ses compagnons du moment connaissent son nom, à lui, car comme dit plus tôt, Kojiro lui ne connaît pas le nom de ses soldats et ne s'est pas présenté non plus. C'est là qu'il apprend que ses soldats connaissent son nom car ils ont entendu Tokiyuki le crier à tort et à travers le champ de bataille en encensant son ami auprès d'un Oshina plutôt agacé. Les encouragements passés de Tokiyuki ragardit Kojiro qui trouve une énergie nouvelle pour ne pas déshonorer son seigneur. Le jeune garçon se lance alors vers Yonemaru à pleine vitesse et au lieu de parer le coup de son adversaire, il l'évite en sautant en l'air pour ensuite viser le coup de Yonemaru. Ce dernier arrive à éviter le coup de justesse, ne faisant qu'être entaillé. Kojiro est médusé par le fait qu'il ait réussi à éviter son coup pourtant puissant et rapide, et désespère un peu car il avait mis toute la force qui lui restait dans ce coup. C'est alors que les soldats de Kojiro se jettent sur Yonemaru, qui s'était arrêté un moment pour fanfaronner. Une erreur qui le met en difficulté, car les hommes de Kojiro arrivent alors à le faire tomber de son cheval, puis à l'immobiliser. Ces soldats crient alors à Kojiro de l'achever, ce que ce dernier fait sans hésiter, se faisant en même temps la réflexion qu'il apprécie se battre avec des compagnons. Kojiro arrive donc à toute vitesse sur Yonemaru et lui tranche la tête verticalement dans une pleine page splendidement gore. Yusei Matsui a vraiment le chic pour nous faire des pleines pages vraiment impressionnantes, et c'est ici parfait pour conclure ce combat épique qui aurait été formateur pour Kojiro et l'aurait aussi poussé dans ses derniers retranchements. C'est aussi une excellente manière de montrer l'expérience acquise par Kojiro avec ce combat, car cette fois-ci, il a dû composer avec des soldats qu'il ne connaissait pas du tout, et dont il ignorait le nom. Combattre en équipe est différent de combattre en seul, et même là où Kojiro excelle, il a appris à ne pas forcément devoir parer le coup, mais aussi à savoir l'éviter comme son seigneur. Après Sadamune et Shokan, qui ont formé Tokiyuki malgré eux, c'est donc Yonemaru qui a servi de maître à Kojiro, et je trouve ça vraiment bien pensé, car ce n'est pas l'entraînement classique des shonen. Tokiyuki et Kojiro acquièrent donc l'expérience par des généraux ennemis pendant la bataille au lieu du classique vieux maître. De retour à la bataille, Oshina apprend que les civils sont à l'abri et qu'il est donc temps de fuir aussi. Il demande alors à Tokiyuki de rejoindre l'avant-garde pour être en sécurité pendant que lui et ses hommes couvrent la retraite, mais le jeune garçon préfère rester avec le général rebelle qui apprécie beaucoup cette décision. Parce que forcément il n'y a plus de danger derrière, donc Tokiyuki, malgré son art de la fuite, il aime bien aussi se mettre en danger. L'arrière-garde se replie alors en tournant le dos à l'armée du légat, qui en profite alors pour les poursuivre dans l'espoir de les massacrer de dos, mais à peine eurent-ils commencé la poursuite que l'arrière-garde de Oshina leur décoche des flèches en tirant en arrière et en zigzag. C'est là qu'Oshina et ses soldats peuvent alors remarquer le talent de Tokiyuki à l'arc à flèche, car le jeune garçon fait mouche à chaque fois, malgré une position peu aisée pour le tir. Du côté de l'armée du légat, Fubuki apparaît soudainement sous le flanc droit du légat en personne, profitant que ce dernier ait envoyé Ishikawa et ses hommes partir à la poursuite des civils adverses. Le légat est donc vulnérable, et Fubuki lui tranche alors son couvre-chef, rasant sa tête de près. Fubuki aurait très bien pu tuer Kiyohara, mais comme toujours, il pense à tout, et garder un légat aussi incompétent est un atout pour le clan de Suwa et ses alliés. Après ce coup réussi, Kiyohara est terrorisé et son angoisse n'est pas prête de retomber car déjà d'inquiétantes bannières se dessinent au loin dans le brouillard. Le légat pense alors qu'un bataillon est arrivé pour l'assassiner et ordonne tout de suite la retraite au grand désespoir d'Ishikawa. Le samouraï aux oreilles d'enfer a en effet très bien compris ce qui s'est passé en fait. Les bannières déployées ne sont pas accompagnées de soldats en nombre. Il y a juste quelques soldats qui ont planté des bannières pour faire illusion. C'est alors une brillante victoire d'Oshina et de ses alliés, car malgré qu'ils aient dû battre en retraite, ils ont su éviter l'anéantissement et mettre des civils à l'abri. Les forces du légat sont parties pour une guerre d'usure bien plus pénible. Du côté des vainqueurs en fuite, Oshina admet qu'il n'avait jamais autant apprécié une retraite et promet à Tokiyuki de continuer à vivre, quoi qu'il en coûte, pour se dévouer à la cause de Suwa. Au terme de cette bataille épique, Tokiyuki réussit donc à changer le désir de mort d'Oshina et de ses hommes, et s'en fait même des alliés. Les insaisissables réussissent donc brillamment leur mission, même s'il ne se fait pas de tout repos. C'est donc sur ce combat dantesque que je vais conduire cette review, qui nous aura donné la première grande bataille de l'œuvre, mais aussi qui aurait été l'occasion pour Tokiyuki
de se découvrir un peu plus lui-même, en comprenant que finalement, il apprécie d'être en vie, tout en fuyant le danger. Il se révèle aussi de plus en plus compétent dans la gestion de ses compagnons, et fait passer son talent pour la fuite à un niveau supérieur en poussant Oshina et ses hommes à la fuite plutôt qu'au sacrifice, malgré leur destination au départ indéfectible, ce qui est assez impressionnant. Tokiyuki gagne aussi des précieux alliés qui leur sont fort utiles pour son plan de reprise de Kamakura. Concernant Kojiro, il élève aussi son niveau en apprenant à combattre avec des compagnons recrutés sur le champ de bataille, mais aussi à élever sa maîtrise du combat en arrivant à vaincre Yonemaru à l'aide de ses compagnons. Ces chapitres étaient donc assez denses niveau événements et développement, et cela fut très plaisant à suivre. Yusei Masui déroule son scénario très bien ficelé à la perfection, et sa mise en page n'est pas en reste. C'est vraiment très très bien construit. J'en finis donc avec mes louanges sur ces chapitres, et je vous donne rendez-vous à la prochaine review, qui couvrira des chapitres plus calmes, mais tout aussi intéressants je le pense.